Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 3 de C++. Bon, pour rappel, dans les derniers cours, on avait vu les variables, donc un truc quand même très utile en programmation. Cependant, vous l'imaginez bien, il reste encore plein de choses à voir. Dans cette vidéo, on va attaquer un truc très important en programmation, les conditions. Bon, ça risque d'être assez long, donc on va y aller directement et c'est parti. En fait, l'idée avec ce terme-là, c'est d'adapter le comportement du programme selon des conditions. Bon, comme on a fait dans les derniers cours, on va commencer par une partie très générale qui fonctionne pour tous les langages, pour conditionner son programme. Bon, on va commencer par le truc le plus bateau, définir ce qu'est une condition. Bon, selon le dictionnaire Le Robert, une condition est un état, une situation, un fait dont l'existence est indispensable pour qu'un autre état, un autre fait existe. Très littéraire comme définition. D'un point de vue informatique, c'est une question que l'on pose au processeur, donc qui est soit vraie soit fausse, et qui permet du coup d'avoir une idée d'un des états vérifiables dans le programme. Donc en sachant qu'une condition, c'est hard-codé dans le code source, donc créer une variable condition, c'est pas vraiment possible. Par contre, le résultat de la condition, donc si c'est vrai ou c'est faux, ça c'est une donnée, donc ça peut être utilisé comme une variable, donc avec la possibilité de la lire, de la modifier, etc. Bon, comme les instructions sont des questions au processeur, pour parler avec le processeur, pour rappel, il faut utiliser des instructions, et en général, une condition s'utilise avec des instructions spéciales, des instructions de comparaison, avec ce qu'on appelle des comparateurs. Des exemples de comparateurs, c'est plus petit que, plus grand que, égal à, ou même différent de. En sachant qu'en x86, pour pouvoir faire tout ça, il faut utiliser l'instruction CMP, qui veut dire compare. Bon, des fois ça peut paraître ambigu, par exemple dire qu'une chaîne est plus petite ou plus grande qu'une autre, c'est un petit peu ambigu, donc il faut savoir que ces comparaisons, ça fonctionne qu'avec des nombres, mais si vous vous rappelez du dernier cours, on a montré qu'en fait, toutes les données utilisent plus ou moins des nombres, donc d'une façon ou d'une autre, vous arriverez toujours à faire une comparaison satisfaisante. Bon, un petit truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que les résultats de conditions, donc soit vrai soit faux, ça a deux valeurs possibles, comme en binaire, et donc, en partant du principe que faux c'est 0 et vrai c'est 1, avec ce type de données, on peut utiliser l'algèbre de Boole. J'en avais déjà parlé pas mal lors des dernières vidéos, mais en gros c'est pour pouvoir manipuler du binaire avec des 0 et des 1, et dans cette algèbre en fait il y a quasiment que des comparaisons, avec trois comparateurs très importants, et, ou, et non. L'opérateur et, il permet de savoir si deux résultats de conditions sont vrais, ou permet de savoir si au moins un des résultats de condition est vrai, ou si les deux sont vrais. Pour être plus précis, on appelle ça un ou inclusif. Et finalement non, qui permet de savoir si un résultat de condition n'est pas vrai. En sachant que ces comparateurs sont des comparateurs très bas niveau, vous pouvez faire d'autres comparateurs un peu plus complexes, comme XOR, le ou exclusif. C'est comme le ou, mais si les deux sont vrais, alors il répond non. Donc en gros, un seul résultat de condition est vrai. Et en faisant encore un petit peu plus complexe, avec par exemple plus grand que ou égal à, vous pouvez faire le comparateur plus grand ou égal à. Bon, jusque là, c'est logique, je pense. Et finalement, dernier petit truc à dire sur ces comparateurs, c'est le fait qu'il ne faut pas avoir peur de les utiliser, même si ça peut faire un petit peu peur, mais aussi de bien les utiliser. Donc si possible, mettre des parenthèses quand vous pouvez. Il y a des exemples ici. Par exemple, si la moyenne bac est plus grande que 10, ou que la personne a été au rattrapage et a une moyenne de rattrapage plus grande que 10, alors il a le bac. Bon, je sais ici, là c'est plus grand et égal, mais on n'a rien vu. Bon, ça c'est parce qu'il y a des parenthèses, parce que sans parenthèses, comme ça par exemple, on peut le dire soit comme au début, donc en mettant la parenthèse à la fin, soit mettre la parenthèse au début, et là ça devient un peu plus ambigu. Donc il faut bien faire attention à ne pas mal structurer sa condition. Vous inquiétez pas, avec l'habitude ça se fait tout seul. Bon, c'est bien beau, là du coup on a vu les conditions et leurs résultats. Cependant avec ça tout seul, vous pouvez juste connaître un état, et vous pouvez pas modifier la façon dont fonctionne le programme selon cet état. Donc quand même heureusement c'est possible avec ce qu'on appelle des structures de conditions. La plus connue c'est la structure de condition si. En gros ça veut dire si une condition est vraie, faire quelque chose, et si c'est pas vrai du coup on la fait pas cette chose. Donc par exemple ça, on demande l'âge à l'utilisateur, et si l'âge est plus grand ou égal à 18, alors on affiche vous êtes majeur. Par contre, s'il est plus petit que 18, il affiche rien. Ça, c'est la première étape pour modifier le programme, mais on peut rendre ceci un petit peu plus complexe en ajoutant quelques structures derrière. L'autre structure de base qui complète le mieux si, c'est la structure sinon, donc qui veut dire si quelque chose est vrai, faire quelque chose, sinon faire autre chose. Donc la demande est l'âge. Si l'âge est plus grand ou égal à 18, on affiche vous êtes majeur. Sinon, si l'âge est plus petit que 18, on affiche vous êtes mineur. Bon, bien évidemment, sinon on peut pas l'utiliser tout seul, sinon ça veut rien dire. Il faut le mettre après un si. Et pour en finir avec nos si et sinon, il y a une autre structure très similaire qui existe, la structure sinon si, donc qui doit être mis après un si, mais avant un sinon, et qui se traduit par si une condition est vraie, faire quelque chose. Sinon, si une autre condition est vraie, faire autre chose. En sachant que des sinon si, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, et à la fin, si vous voulez, vous pouvez même rajouter un sinon. Décidément, c'est la belle vie. Donc un petit exemple ici, on demande l'âge à l'utilisateur. Si l'âge est plus grand ou égal à 60, vous êtes un boomer. Sinon, si l'âge est plus grand ou égal à 44, génération X. Sinon, si âge est plus grand ou égal à 24, génération Y. Sinon, si l'âge est plus grand ou égal à 10, génération Z. Et sinon, si l'âge est plus petit que 10, gène alpha. Bon, déjà avec ça, vous pouvez faire des trucs géniaux, et je pense que vous voyez un petit peu l'envergure
augure de ce qu'on peut faire. Mais avant de faire mieux, je vais vous présenter un truc que personnellement je trouve absolument pas utile, mais qui est quand même bon à en connaître. C'est la structure selon. Elle se traduit par selon la valeur d'une donnée, faire quelque chose. Donc en gros, selon une certaine donnée, si la donnée est égale à une certaine valeur, faire quelque chose. Sinon, si elle est égale à une autre valeur, faire quelque chose, etc. etc. Bon, en algorithmique comme ça, en pseudocode, ça paraît pas très utile. Par contre, en C++, dans certains cas, c'est plus rapide, donc c'est toujours mieux à connaître. Dernier petit truc à rajouter, toujours dans l'algorithmique, et toujours pour la structure si, des fois, il y a certaines personnes qui mettent fin si après leur structure si. Donc par exemple, ici, il faudrait rajouter à la fin si. Bon, ça en gros, ça veut dire que c'est la fin de la structure. Ça permet de savoir précisément où est la fin. Sauf que moi, je ne l'ai pas mis, tout simplement parce que moi, je préfère une autre méthode qui s'appelle l'indentation. Donc rajouter des espaces avant le code. Donc par exemple, ici, c'est quelques traits. Et comme ça, on comprend que tout ce qui est après ces quelques traits appartient à la structure. Et donc pas besoin de fin si. Ou dans des cas comme ici, tout ce qui appartient à la structure si, c'est ce qu'il y a après la condition. Pareil, sinon si, tout ce qui appartient, c'est après la condition ici. Et après le sinon, eh ben on comprend que tout ce qui appartient au sinon, c'est ce qu'il y a après. Bon là, c'est parce que c'est sur qu'une seule ligne. J'aurais fait un système d'indentation comme ici. Bon là, il n'y en avait pas besoin. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Comme ça, si vous le voyez un jour, vous savez ce que c'est. Bon, pour l'instant, on a vu les structures de conditions si et d'autres structures similaires. Et ben là, on va voir d'autres types de structures de conditions qui sont assez similaires à si, sauf que elles se répètent. Vous les connaissez très certainement sous le nom de boucle. Donc elles s'exécutent tant qu'une condition est vraie. La plus célèbre, c'est la boucle tant que, qui veut dire tant que une condition est vraie, faire quelque chose. En sachant que la condition là est nommée condition de sortie. Bon, je vous parle après le montage, parce que je me suis rendu compte d'un truc, j'ai fait une petite erreur. Ici, ce n'est pas la condition de sortie, mais la condition d'exécution. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que je dirai condition de sortie, ben en fait, c'est condition d'exécution. Bon, désolé pour ça. Et en faisant un bon usage de la condition de sortie, vous pouvez faire plein de choses avec cette boucle. Donc par exemple ici, on réalise une multiplication. Bon là, ça sert à rien la multiplication, parce que je pourrais juste mettre un fois et ça serait fini, mais bon, comme ça, c'est pour vous montrer. Donc on demande le nombre à multiplier, on demande le multiplicateur, ensuite on crée deux variables, nombre de multiplication qu'on met à 0, puis résultat qu'on met aussi à 0. Nombre de multiplication, en fait, ce sera le nombre de multiplication qui aura été fait à un instant t. Donc à chaque fois qu'on réalise une addition pour la multiplication, on ajoute 1 à cette variable, et résultat, c'est le résultat de la multiplication. Donc à chaque fois, on additionne le nombre à multiplier. Dès qu'il y aura eu autant d'additions que nécessaire, alors la condition ne sera plus vraie, puisque ce nombre ne sera plus petit que multiplicateur, mais sera égal au multiplicateur. Donc hop, on sort de la boucle, et on a notre résultat. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué. Et d'ailleurs, une répétition de boucle comme ça s'appelle une itération de boucle. Ce mot sera très important dans de prochains cours, et vous verrez pourquoi. Bon, en parlant de boucle, il y en a peut-être une qui vous vient à l'esprit. Répéter un certain nombre de fois. Par exemple, répéter 5, 6, 7 fois. Bon, même si l'appellation est possible en pseudocode, en algorithme, le mieux c'est d'utiliser une boucle tant que pour faire ça. Donc avec un algorithme très similaire que ce qu'on a utilisé là, deux variables, le nombre d'itérations nécessaires et le nombre d'itérations totales qui ont eu lieu, et à chaque fois qu'une itération a lieu, on ajoute 1 au nombre d'itérations totales qui a eu lieu. Et dès que le nombre d'itérations totales qui a eu lieu est similaire au nombre d'itérations nécessaires, alors il y aura eu assez d'itérations, et donc on sort de la boucle. La condition n'est plus vraie. Bon, en fait, c'est exactement égal à ce qu'on a vu ici. Bon, tout ça, ça pose quand même un petit problème par rapport à la condition de sortie, puisque en effet, si la condition n'est jamais fausse, donc le temps que sera toujours vrai, et donc la boucle ne s'arrêtera jamais, et on aura créé ce qu'on appelle une boucle infinie. Bon, même si des fois ça a quelques utilités, en général c'est pas ce qu'on veut, et du coup le programme va geler, pas cracher mais geler, ce qui est limite pire, et en fait ça se répète à l'infini. Par exemple, si au lieu d'ajouter 1 à un nombre d'itérations, on enlève 1, alors on aura moins, moins 2, moins 3, etc. Et du coup ça sera jamais plus grand que 5, et donc ça se répète à l'infini. Donc il faut quand même faire très attention à comment on utilise les conditions de sortie, et être sûr qu'il n'y a pas de problème avec. Bon, maintenant qu'on a vu les généralités, il est temps d'appliquer ça pour le C++. Donc on va commencer par les variables conditions, ou plutôt valeurs de condition du coup, puisque pour rappel il s'agit d'une donnée, et ben ça un nom en C++, c'est des variables de type bool. J'avais survolé ce type au dernier cours, comme ça maintenant vous savez ce que c'est. Donc il a deux valeurs, true ou false, ou 0 et 1. Jusqu'à là tout va bien. Si vous voulez leur attribuer une valeur de comparaison, donc issue d'une comparaison, il faut utiliser un système très similaire au système d'opérateurs qu'on a vu au dernier cours, avec des opérateurs dits de comparaison. Pour savoir si deux valeurs sont égales, il faut utiliser l'opérateur double égal, donc à ne pas confondre avec un seul égal, qui lui est un opérateur d'assignement. Donc en gros on peut utiliser ça comme ça. Vrai sera true et faux à false. Donc vous inquiétez pas, c'est pas le seul opérateur de comparaison, et heureusement. Pour savoir si deux valeurs sont différentes, il faut utiliser l'opérateur point d'exclamation égal. L'opérateur plus
grand que, c'est le chevron plus grand que. Pareil pour plus petit que. Bon, jusque là c'est logique. Et vous pouvez même combiner plus grand et plus petit que avec est égal, grâce à l'opérateur plus grand ou égal, qui est égal à un plus grand avec un égal après. Et pareil pour plus petit et égal. En sachant que leur comportement dépendra des deux types qui sont comparés. Bon, avec des nombres, ils font littéralement ce qu'ils veulent dire. Plus grand, plus petit, égal, etc. Et par exemple avec du texte, l'opérateur égal égal vérifie si deux textes sont similaires. Et l'opérateur n'est pas égal s'ils ne sont pas similaires. Bon, ça c'est défini selon le type. Mais bon, pour rappel, pour le texte stdstring comme ça, c'est pas un texte primaire au C++, donc ça dépend. Mais on rentrera dans les détails dans des prochains cours. En C++, il y a aussi les opérateurs de l'algèbre de Boole, en sachant qu'ici, ils sont appelés opérateurs logiques, qui sont d'ailleurs à ne pas confondre avec les opérateurs binaires. Les opérateurs logiques, c'est avec des booléens, et les binaires, c'est avec des nombres. Donc l'opérateur est logique s'écrit avec deux et, l'opérateur ou avec deux barres, et l'opérateur non avec un point d'exclamation avant la condition. Il est aussi à noter qu'ils sont exécutés après les autres opérateurs de comparaison. Donc un truc comme ça est tout à fait possible. Et pareil, un petit rappel sur l'importance de la structure, pour ne pas faire n'importe quoi, et on peut aussi utiliser des parenthèses même dans le C++, et heureusement d'ailleurs. Comme ça, des trucs comme ça sont tout à fait possibles. Donc on a vu la base des données conditions, maintenant on va voir les structures de conditions. Vous inquiétez pas, c'est assez simple. Pour la structure si, il faut utiliser la syntaxe if, entre parenthèses, une condition, entre crochets, les instructions qui vont être faites si la condition est vraie. En sachant que if fait partie des mots réservés en C++, donc à dire à quel point il est important. Donc voici quelques petits exemples. Ici avec directement une condition, et là avec une valeur bool, et entre crochets du coup tout ce qui va être exécuté. Bon, notez ici qu'il n'y a pas tous les trucs là, fin, si, tout ça. Il n'y a pas non plus besoin d'indentation, puisque là ce qui délimite ce qui va être fait, c'est les crochets. Bon, moi j'ai quand même mis une petite indentation, mais ça c'est juste pour que ça rende plus joli. Parce que d'un point de vue structure, vous pouvez faire comme vous voulez. Bon, maintenant on va rajouter notre selon juste après, et c'est assez simple en fait, puisque après tout le if, il suffit juste de rajouter else, des trucs à faire. Donc else c'est sinon en anglais, et après c'est le même système de crochet qu'avec if. Donc là, si là j'ai plus grand ou égal à 18, on écrit majeur, sinon on écrit mineur. Aussi simple comme ça. Et finalement, le dernier qu'on va voir, sinon si, et ben c'est un mélange entre les deux, c'est un else suivi d'une autre structure if. Donc exactement comme ça. Donc avec toujours la possibilité de rajouter un else devant. Donc le même exemple qu'en haut. A noter que faire comme ça, c'est plus rapide que de mettre les autres if dans les else. Donc pour ceux qui ont pensé, vous inquiétez pas, c'est effectivement plus rapide. Et pour finir, on va voir la structure selon, qui est une structure que perso j'utilise quasiment pas en C++, mais bon, je vous la présente quand même. La syntaxe c'est switch, entre parenthèses, la donnée à étudier, qui doit obligatoirement être une variable, sinon ça n'a pas de sens. Ensuite, crochet, comme le if, et dans les crochets, la structure est assez complexe. Il faut mettre case, une valeur possible de la variable que vous avez passée, deux petits points, et ce qui sera exécuté si la valeur de la variable est la valeur de case. Dès que vous avez fini votre case, vous devez mettre un break, en sachant qu'on verra plus tard qu'est-ce qu'est ce break. Ensuite, vous pouvez mettre un autre case, avec une autre valeur, et vous répétez ça autant que vous en avez besoin. Et si aucun case n'est satisfait, vous pouvez même rajouter défaut, deux petits points, et ce qui sera fait par défaut, s'il n'y a aucun case de bon. Et là d'ailleurs, pour le défaut, pas besoin de break. Bon, à noter que pour les valeurs dans le switch, ça peut être que des valeurs numériques, donc des nombres entiers, et que pour les cases, ça peut être que des valeurs brutes, donc pas de plus grand égal, etc. Donc par exemple, comme ça. Bon, je trouve ça un petit peu mauvais, perso, bon après, je suis personne pour juger, mais bon, je suis pas fan, perso. Et donc avec ces structures, on en finit avec les structures de type if, else, etc. Bon, il reste un dernier set de structures à voir, les boucles. Bon, maintenant qu'on a vu les autres, ça ira assez vite. La première boucle à voir, c'est tant que, qui fonctionne exactement comme if, à l'exception qu'il faut remplacer le if par while. Donc while, entre parenthèses, une condition, tant que cette condition sera bonne, ce qui est dans le while sera exécuté. Donc là, exactement le même système qu'on a vu plus haut pour les boucles, et c'est aussi simple que ça. Bon, seul problème, si la condition est fausse au départ, alors votre boucle ne sera pas exécutée une seule fois. Si vous avez besoin d'au moins une exécution de la boucle, vous pouvez tricher un petit peu, avec une syntaxe assez précise. Vous prenez votre while, vous le mettez après les crochets, et même si je l'ai oublié dans cette version du cours, il faut aussi un point virgule après le while, et vous remplacez avant les crochets par do, la structure do while. Avec cette structure, vous êtes sûr qu'il y aura au moins une itération de la boucle. Ça a quelques utilités des fois, donc bon, c'est cool. Bon, et finalement, on va voir la boucle la plus complexe à mon avis. Bon, la meilleure mais la plus complexe, la boucle for. Alors la boucle for fonctionne comme la boucle while, à une exception près, il faut mettre pas mal de choses entre parenthèses. Il faut mettre 3 instructions différentes, parce que là c'est des instructions qu'il faut mettre. Une instruction d'assignement, de condition et d'itération. Donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. La condition d'assignement permet de créer ou de modifier une valeur avant d'entrer dans la boucle. Donc par exemple ici je crée une valeur i qui sera valable que dans la boucle.
en sachant que cette partie peut aussi rester vide. Donc là par exemple il n'y a rien, puisque le i est déjà défini, donc pas besoin de le redéfinir. Bon, et comme c'est une instruction, il faut rajouter le point virgule à la fin, et même si c'est vide, il faut mettre un point virgule. Comme ça le compiler se trompe pas d'instruction. Ensuite là, l'instruction condition, et ben c'est la condition, comme dans while. Tant que cette condition sera vraie, on répète. Donc là, i est plus petit que 5, là pareil, i est plus petit que 5. Et finalement, le dernier, la partie itération, une instruction qui aura lieu à chaque itération de la boucle for. Donc par exemple là, i++, à chaque itération, on rajoute 1. Et là, pareil. Alors cette boucle, elle peut faire beaucoup penser à la boucle répétée un certain nombre de fois, surtout quand on voit cette structure-là. Cependant, sa syntaxe assignement condition itération permet de faire beaucoup plus de choses. Comme par exemple l'utilisation d'itérateur, mais ça on verra ça dans pas mal de cours. Et pour finir avec les boucles, il y a deux mots-clés qu'il faut que je vous présente, qui sont tous les deux des instructions d'ailleurs. Le premier c'est break, s'il est placé quelque part, la boucle est arrêtée, et on va directement après, quoi qu'il arrive. Donc là si je le mets après ici, ça là ça va être répété une fois, et après la boucle est finie, on passe après. Bon c'est assez brutal mais ça marche bien. Et ensuite continue, si cette instruction est appelée, alors on ignore tout ce qu'il y a après, et on va directement à l'itération suivante. Donc par exemple si je le mets avant ça, alors cette partie là va être ignorée, et on retourne au début. Et du coup on fera ça 5 fois. Bon certains les détestent, on va pas se mentir, mais bon c'est toujours bon de les connaître. Bon, pour conclure avec tout ça, il y a un petit truc qu'il faut que je rajoute, assez rageant d'ailleurs, c'est que là je vous ai presque tout présenté, des boucles, structures, tout ça en C++, bon même s'il y a des moyens un peu plus complexes de faire, mais ça on verra ça beaucoup plus tard, parce que c'est pas très important. Mais par contre, après ce cours vous avez beau savoir comment utiliser des boucles, donc comment les écrire, savoir comment les utiliser très précisément en fonction du contexte et en fonction de ce que vous voulez faire, ça peut paraître un peu plus compliqué. En effet, ça sera plus de l'algorithmique, voire de l'ingénierie, cette partie-là, et ça il n'y a pas 10 000 façons de le travailler, il faut pratiquer. Bon, même s'il y a quand même des algorithmes bien connus, comme pour les itérateurs, je vous en présenterai quelques-uns d'ailleurs dans les prochains cours, mais en tout cas ce que je vous conseille c'est un petit peu de faire joujou avec ces boucles, de voir comment les utiliser selon les conditions, d'essayer de faire des petits projets et tout, vous verrez c'est fun. Donc du coup c'est tout pour ce petit cours, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Donc déjà 3 cours de C++, bon sachant que tout ce qu'on fait pour l'instant ça reste quand même assez simple, vous inquiétez pas ça va se corser dans les temps à venir, mais bon bref, donc sur ce c'est une bonne journée, une bonne vie, une bonne utilisation de boucles, et sur ce je vous dis à plus.